Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le fond, on a tellement aimé cet épisode-là qu'on a voulu le partager dès qu'on a fini de l'enregistrer. Fait que, au lieu de le publier sur la saison 2, on le publie à la fin de la saison 1, comme vous l'avez aujourd'hui devant vos yeux ou dans vos oreilles, c'est comme vous voulez. Aussi, chose à savoir, on a dit qu'on avait fait 2 parties. Le podcast va être trop long en 2 parties. Fait qu'on a décidé qu'on allait le faire en 3 parties. Fait que ça se peut qu'il y ait des anachronismes des fois, mais c'est un superbe podcast. Anne-Marie, une femme en or, une professionnelle de la sexualité, tellement pertinente, tellement outillée pour nous aider puis dans nos questionnements puis dans nos conflits mentaux. On parle beaucoup de nous dans cet épisode-là, puis on s'ouvre beaucoup à elle, puis elle fait preuve d'une grande écoute. Bref, j'ai déjà fait l'intro, mais il faut encore que je jette des fleurs à Anne-Marie parce que cette femme-là est géniale. Sur ce, bon podcast. C'est quoi ça, SP? Explique-moi. C'est le fils de Nicole. Oh! Ouais. Comment ça? Nicole a choisi le nom de ce jouet. Oui! C'est le petit prince. Si beau que je l'échappe. Stimulateur pour le vagin, ça imite le clitoris, c'est génial. Le rythme est hallucinant. Moi, je suis un gars de rythme, j'aime la musique. Puis, regardez ça. il y a une petite couronne. Mais pour que ce soit fascinant. génial, tu flippes le cap, puis là, contact direct avec le clitoris. Puis si la langue est trop rude pour toi, ben il y a un jouet, un jet à pulsion d'air qui va pouvoir donner plein de petites vibrations sur votre clitoris et permettre à vous ou à votre partenaire de vous permettre d'atteindre un plaisir illimité et inatteint jusqu'alors. Je pense que je vais l'acheter, man. Ouais, il coûte pas cher. Ah ouais? C'est parmi les jouets qui coûtent le moins cher chez Eros. Ça coûte même pas 100$, il me semble. Ah C'est ouais? vraiment toute une aubaine. Il est génial, il est beau, il est cute, il se transporte bien. Moi, je l'amène dans ma poche. Au cas où. Ouais, je vais dans les clubs, j'amène le petit prince avec moi. Comme ça, si je finis tout ça, ben moi, j'ai mon petit prince. Puis il me semble qu'en plus, on peut avoir un rabais de 15%. Effectivement, grâce au code COUD15, pour 15% de rabais chez Eros et compagnie, vous pourrez vous procurer le petit prince. Oh yeah. Sur ce, Bon podcast. bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Entre Couilles, le podcast à la sexualité des gars qui est le plus bandant, d'ailleurs le seul. Daniel, on a reçu qui? On a parlé de quoi aujourd'hui? On a reçu Oli avec Anne-Marie. On a parlé de sexualité overall, mais principalement du plaisir féminin. C'était, je peux l'annoncer officiellement, mon podcast préféré depuis le début. C'était fascinant tout le long. Ben oui, c'était super, c'était fascinant, j'ai trippé. On a fait 2 parties parce qu'il y avait quand même beaucoup de matériel à dire. Puis on estimait que il y avait bien des choses à dire là-dessus. Puis ça allait faire beaucoup long pour vous, chers auditeurs. Donc, C'est le plus long qu'on a fait à date. je pense que oui. Vraiment. Donc, on vous souhaite un bon podcast, tout le monde. Enjoy, trippez. Yeah, bon podcast. Ben, il y a des études qui disaient que psychologiquement, ça faisait du bien d'écouter de la musique triste quand t'as de la peine parce que il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à accepter comment ils se sentent. Puis écouter de la musique triste quand t'es triste, ça te fait accepter comment tu te sens. Ouais. Ça veut dire, you know what, ouais, j'ai de la peine, puis c'est correct. Ben, je pense que ça met des mots sur peut-être des choses qu'on ressent, qu'on n'est peut-être pas capable nous-mêmes de mettre en mots. Tu sais, avec les paroles. Puis là-dessus, tu as la musique. La musique, tu sais, je veux dire, ça nous fait... C'est des vibrations, là. Ça vient nous rejoindre. Tu sais, il y a des notes qui... Fait que je pense que tout ça combiné, ça doit aider. Je sais pas. Absolument. Mais ça fait du bien des fois. Ouais. Pour une Mais bonne chose. moi, c'est rare que j'ai de la misère à mettre des mots sur ce que je ressens. Donc, je peux pas tant. Tu peux relate. C'est parce que j'ai 2 émotions. Je suis comme tous les hommes, j'ai juste 2 émotions. OK. C'est quoi les émotions? Non, j'en ai vraiment beaucoup. Toi, est-ce que tu as de la misère à mettre des mots sur ce que tu ressens? On va Absolument commencer pas. le podcast, mais j'ai le goût de jaser un petit peu. Ouais. Absolument pas. J'ai la facilité, mais d'assumer que c'est comme ça que je me sens, ça, j'ai de la misère. Donc, je OK. sais, mettons, c'est comme, OK, je sais que là, je me sens triste. Mais d'assumer que je suis triste est difficile. L'assumer envers toi-même ou les autres? Exactement. Genre, accepter le fait que je suis triste et vivre mon émotion sans
avoir le but de sortir de cette émotion le plus rapidement possible. Ce qui, pour moi, a toujours été comme naturel, parce que pourquoi est-ce que tu voudrais être dans une émotion négative? Fait que j'ai tout le temps eu de la misère à comme, accepter mes émotions entièrement. Ce qui m'amène à comme trouver des solutions à comment sortir des émotions négatives, ce qui me passionne. Comment, genre, encourager les êtres humains à être plus heureux. Mais par contre, le côté un peu négatif, c'est que effectivement, des fois, j'ai de la misère à accepter complètement comment je me sens. J'ai déjà lu à quelque part, je me rappelle plus où, que les hommes ont plus de difficultés à faire des deuils de relations que les femmes. Parce que, justement, vous êtes plus, en général, on généralise, puis on binarise, là. Mais en général, vous êtes plus dans le faire que dans l'être. Puis un deuil, ça se fait dans l'être, dans le ressenti et non pas dans l'action. Fait que c'est comme si vous n'allez jamais au bout de ce être-là. Puis là, je dis vous, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, là. Mais j'avais lu quelque part comme que les hommes avaient plus de difficultés. Puis, sais-tu quoi? J'étais avec des amis hier, puis on parlait de ça, que on dirait tout le temps, et ça arrive souvent, que les hommes ont une bonne peine d'amour, puis qu'après ça, on dirait qu'ils ont de la difficulté à se remettre en relation ou plus que nous, mettons. Mais je me demande, OK, le podcast est commencé, c'est trop intéressant clairement. l'information. Mais moi, je me demande, est-ce que pour qu'une relation marche, je sais qu'il n'y a pas de code puis de règles ultimes, mais est-ce qu'il faut que les deux personnes soient complémentaires ou qui se ressemblent? Parce que, mettons, ma dernière relation, je sais qu'elle a planté parce que moi, j'étais dans l'être, puis l'autre personne était dans le faire, beaucoup. Mm-hmm. Puis elle acceptait pas comment elle était. Moi, ça me dérangeait pas de faire, mais l'incapacité d'accepter la partie être a été un frein. Bien, premièrement, je pense qu'il faut juste prendre pour acquis qu'on ne trouvera jamais quelqu'un qui coche toutes les boîtes. Ça, c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai. J'avais des chiffres là-dessus parce que je suivais une formation justement sur les différents couples qui vont consulter. Puis, je pense que c'est... Puis là, je vais peut-être me tromper dans les chiffres. Au pire, je vous les donnerai puis vous les rectifierez, là. Je pense que c'est 33% des gens ont des similarités dans 3 domaines et plus. Après ça, ça descend à 17%, 4 domaines et plus. Après ça, quelque chose comme 6%, 5 domaines et plus. Puis là, après ça, on passe à 6%, on est dans le 0.00 quelque chose. Puis il y a combien de domaines en tout? 15 à 14. 14 à 15. Quand on parle de Ok, domaine, ok. on entend quoi? La sphère professionnelle, la sphère amicale, tes valeurs, la sphère du quotidien. Tu sais, comme on parle de domaine de vie, on parle vraiment de ce qui nous complète comme étant être humain, là, en tant qu'être humain. Je pense pas que ça me tenterait d'avoir 6 sphères avec quelqu'un. Mais Je pense- 6 sur 15. Non, mais Pourquoi pas, c'est hein? beaucoup, me semble. Je sais pas, des fois, j'aime ça, sentir qu'il y a une différence entre moi et mon ou ma partenaire. De sentir que, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Elle me raconte sa journée. Pas qu'on reste tout le temps dans le même univers. Parce que, je sais pas. Je sais pas si c'est un signe. Tu peux m'aider, OK? Je pense que tu peux m'aider. OK? Ça m'est jamais arrivé d'être dans une relation, puis après avoir passé 3 jours avec, je me disais, j'aurais pu faire ça encore pendant 10 jours. Chaque fois que je revenais chez nous après les 3 jours, j'étais comme, enfin, je me sens bien. J'avais besoin de temps pour moi. Ouais. C'est normal. Oui, c'est normal. Puis tu dis ça, puis je suis comme ça aussi. OK. Je vois exactement ce que tu veux dire. C'est comme, ça n'enlève absolument pas ce que tu ressens pour l'autre personne, mais d'être capable de respirer en dehors de la relation, c'est tellement important. Puis je sais pas, tu sais, t'es comment, mettons, au niveau amical, je sais pas, t'es comment en général dans la vie, mais tu sais, est-ce que t'es plus quelqu'un... Tu sais, mettons, moi, j'aime vraiment ça, mon temps toute seule chez nous. Comme ça me fait triper être seule chez nous. J'ai besoin de ça. Chum, pas chum, blonde, pas blonde, là. Tu sais, je veux dire, j'ai vraiment besoin de ça. Je suis hétérosexuelle en passant, là, je dis ça, là, mais... Fait que, est-ce que t'es comme ça en général? Ben, moi, quoi qu'il arrive, j'ai besoin de jouer de la guitare aux 2 jours. Sinon, je file pas tant bien. Fait que puis c'est rare que j'amène ma guitare chez mes partenaires. Puis même à ça, c'est pas pareil. J'ai besoin d'être comme dans ma chambre, une fois de temps en temps, tout seul. Te recueillir, Mhm. te recharger. C'est de mettre son masque avant d'aider l'autre là, dans l'avion. Là.
c'est ça, dans le fond. Puis il n'y a absolument rien de malsain à ça. Ça ne veut pas dire que tu aimes moins l'autre personne ou que tu n'es pas bien avec. Mais tu sais aussi, est-ce que ça te fait ça en début de relation ou à travers toute ta relation? À travers toute la relation, du début à la fin. OK. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont le vivre peut-être plus au début parce que c'est comme si faut que tu passes à travers des moments inconfortables au début d'une relation, le petit awkwardness qui est tout le temps un peu là, tu sais, puis qui développer une intimité avec quelqu'un, c'est pas facile pour tout le monde. Fait que d'aller te recharger tes batteries, ça peut vraiment faire du bien. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus ma relation avance, plus je peux passer de temps avec sans avoir besoin absolument de mon temps pour moi. Et ce que j'ai réalisé, c'est que au début, je ressens une pression que je peux pas être 100% moi-même. Et cette pression-là, ça se rajoute, puis à un moment donné, j'ai besoin d'être moi-même, donc seul, puis genre juste faire mes affaires. Ah, Puis ouais. plus je sens que je peux être moi-même et que je trust que la personne va pas me quitter si je suis réellement moi-même, plus je peux passer de temps avec. C'est- Est-ce Ça fait que vraiment du sens. Ok, ok. Je te souhaite d'être capable d'être toi-même avec Oui, la- oui, avec bien le sûr, monde que mais tu ça rencontres. arrive avec le temps. Genre, OK. mettons avec mes parents, je sais que je peux être 100% moi-même. Mhm. Pourquoi? Parce que je suis avec eux depuis que je suis né. Puis avec les amitiés, c'est la même chose. Plus ça avance, plus je sens que je peux être moi-même. C'est, comme on dirait, je sais pas si c'est possible même que tu sois complètement toi-même dès le début avec... Non, c'est ça. Mais non, puis parce que t'es en mode séduction, puis le dévoilement de soi, ça se fait graduellement. Mhm. Donc, puis au début, tu sais, on veut montrer nos meilleurs attributs, puis on est vraiment dans le faire plaisir à l'autre dans le début. Les compromis sont donc bien faciles à faire, hein? Fait que, tu sais, qu'on est vraiment dans un tout autre univers. Puis une fois que cette séduction-là est un peu... on est dans une accalmie, ben là, on peut s'installer confortablement. Fait que c'est super normal, ce que tu dis. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas de pas être soi-même, c'est juste de se garder une réserve, peut-être. Mhm, mhm. OK. Ben, c'est intéressant parce que moi, ça me prend peu de temps. En fait, quand vous parliez de ça, je me suis dit, pour faire un parallèle avec moi-même, puis je vous écoutais, je faisais pas juste penser à moi. J'ai comme l'impression que moi, je suis moi-même à 75% vraiment rapidement avec le monde. Mhm. Le dernier 25, où est-ce que comme je me promène tout nu, puis je fais le cave profondément. Ça me prend un peu plus de temps à voir, mais ça me prend pas non plus énormément de temps. Je suis quand même habitué de me dévoiler complètement rapidement. Je pense que ça dépend des gens. Ça dépend aussi de tes expériences, ton style d'attachement qui vient jouer là-dedans. Si tu es une personne évitante, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Tu vis l'inconfort peut-être plus longtemps que quelqu'un qui est anxieux, qui, au contraire, veut fusionner avec l'autre personne. Fait que je pense que ça dépend vraiment de c'est très subjectif, en fait. Comme... Mhm. Mais d'ailleurs, parlons des styles d'attachement. C'est-tu possible de comment... Parce que clairement, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un profil d'attachement anxieux. Mhm. Puis, les années ont passé. Puis, je suis devenu sécurisant. Ouais. Puis là, ben, je sens que je suis en train de devenir dissident. Comment des changements se manifestent? Comme ça? Ben, tu sais, à la base des styles d'attachement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un continuum, là. C'est un spectre. On passe de anxieux à évitant. T'as sécure au milieu. Sécure, c'est où on veut se retrouver. Puis t'as comme le mix de évitant puis de anxieux. Ça, c'est le craintif. désorganisé. Ah. Ouais, craintif. Désorganisé, il y a comme plusieurs termes pour le dire. C'est pas évident. Mais en fait, je pense que les différentes expériences de la vie nous forgent différemment. Tu vas arriver à l'âge adulte avec un style d'attachement X parce que l'attachement se forme dès les premiers mois de la vie avec la personne qui prend soin, le caregiver. Là, c'est pas obligé d'être un parent, là, c'est la personne qui prend soin de l'enfant. Fait que dès les premiers mois de la vie, il y a un style d'attachement qui se forge en nous. Puis on arrive à l'âge adulte avec ça, puis on rentre dans nos relations avec un style d'attachement X. Mais là, après ça, tu es en relation avec qui? Quelqu'un qui est anxieux, qui est sécure, qui est évitant, désorganisé. C'est sûr que ça vient teinter la dynamique. Ça vient t'apprendre des choses sur toi que tu savais pas avant. Fait que ça peut influencer ton style d'attachement.
Tu vois, même chose. De mon côté, j'ai commencé super anxieuse. Puis là, je suis super évitante. Mais peu importe où tu te retrouves sur le continuum, c'est la peur de l'abandon qui se retrouve sous chacun des styles. Il n'y avait pas deux axes, la peur de l'abandon, puis La peur de la fusion. ouais, Ouais. la peur de l'intimité, Ouais. la proximité, ouais. Mais en tout et pour tout, c'est vraiment la peur de l'abandon qui est en dessous de tout ça. Puis c'est juste de le vivre différemment. OK. Fait que, mais oui, tu changes au fur et à mesure. Puis, tu sais, mettons, moi, je suis devenue évitante parce que j'ai eu une relation pendant 8 ans qui était in and out avec quelqu'un. Je me suis fait laisser beaucoup de fois par cette personne-là. Quelqu'un qui, lui, était évitant. Fait que dès qu'il y avait un problème dans la relation, il me laissait. Puis là, moi, c'est déstabilisant. Là. C'est comme au lieu de passer à travers les défis. Là, je veux dire, une relation, ça en a des défis. Là. Fait que là, moi, tu sais, OK, au début, il fallait que je m'organise. À un moment, là, je suis rendue super évitante. Là. Je suis comme, hey, je peux faire ça par moi-même, je peux faire ça tout seul. Tu sais, fait que ça te forge. Là. Tes relations te forgent. Mm-hmm. Et comment on peut gérer la peur de l'abandon? En travaillant sur soi, je pense que, tu sais, il faut que tu comprennes que tu as les ressources à l'intérieur de toi pour être autonome. Ça me fait penser à une de mes amies qui vient de sortir d'une relation de 13 ans. Puis, c'est comme son monde est complètement, tu sais, elle se désorganise. Là. Puis c'est vraiment difficile pour elle de penser qu'elle peut être sans l'autre personne. Puis là, j'y disais, là, tu vas apprendre à être autonome parce que son chum faisait tellement de choses pour elle que là, c'était comme rendu difficile pour elle de penser qu'elle pouvait vivre sans lui. Fait que de travailler son autonomie, son indépendance, tu as plein de pouvoirs à l'intérieur de toi. C'est de se faire confiance. C'est de travailler comment tu te vois, ton estime personnelle. Puis une fois que tu te sens solide là-dedans, tu fais des meilleurs choix pour toi dans tes partenaires, dans tes relations. Tu te sens plus solide, puis tu sais que si quelqu'un s'en va, ben tu es capable de survivre. Fait que c'est vraiment de travailler ces aspects-là. C'est Magnifique. complètement fascinant. Toi, Damian, c'est quoi ton profil? Ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas pensé. Je le sais pas. Je sais pas. Mais j'ai vraiment aimé ce que tu as dit sur la peur de l'abandon parce que j'ai remarqué que plus, justement, tu as peur... En fait, tu sais, il y a cette croyance commune que comme si tu aimes la personne, comme tu peux pas ne pas avoir peur de la perdre. Là. Genre, plus tu as peur de perdre la personne, plus ça veut dire que tu l'aimes. J'entends ça autour de moi, OK. dans mon cas. Puis, comme je pensais ça avant aussi. Puis après, j'ai réalisé qu'en fait, moins t'as peur de perdre la personne, plus t'aimes la personne. Puis Plus tu risques de la garder aussi. Exactement. Ben, fait que c'est moi, comme comment je l'ai vécu. C'est ça, c'est genre un paradoxe qui est vraiment intéressant que je trouve. Que plus... C'est comme... Je t'aime, mais j'ai pas besoin de toi. C'est ça que je me répète. C'est je t'aime, mais j'ai pas besoin de toi. Je t'aime. Parce que comme ça me garde comme OK. Genre, ça enlève la peur. Et là, quand la peur est enlevée, là, je l'aime encore plus. Fait que, ouais. Moi, c'est à ça que j'ai réfléchi. Là. Pas moi. Non. Je sais pas à quel point il y a comme une corrélation entre la peur de perdre ou pas avoir peur de perdre puis la puissance du sentiment amoureux. Je sais pas. Ouais. Moi, tu sais, no matter what, je suis pas capable de rentrer dans une relation en me disant ça va durer toujours. Je suis quand même réaliste, fait que je me dis les chances sont ça va pas durer éternellement. Mais je me trouve déjà assez nice en ce moment, avant que j'embarque dans cette relation, pour que je me dise hey, quoi qu'il arrive, j'étais nice avant, je vais être nice en sortant. Je suis toujours nice. T'es capable d'aller en relation sans voir un futur, mettons, lointain. Ben oui, j'en vois un. Ben, ça dépend aussi du type de relation. Si on parle de relation amoureuse, oui. Oui, amoureuse. Mais oui, je m'embarque là-dedans, puis je sais que ça va durer. Ben, j'ai le feeling que ça va durer, mais tu sais, me dire que ça va jamais finir, non. OK. Ça, le pour toujours, là, je t'aime pour toujours, là, c'est comme... Ben, c'est parce que je tiens pas tant au modèle de on s'aime, on passe notre vie ensemble, on meurt ensemble. Tu sais, moi, ça me dérangerait pas d'avoir une couple de partenaires, puis que je finisse. Ça donne, je finis avec quelqu'un, ça donne. Ça se trouve, je vais finir tout seul. Puis je vais être content quand même, j'aurai vécu une cool vie. Ouais. Ben, OK. Deux choses. D'abord, je veux juste qu'on complète ce que tu as dit, puis je vais rebondir sur ce que tu as dit après.
j'ai compris il y a quelques années que l'amour, c'est pas la passion, c'est la compassion. Puis c'est vraiment différent. La passion, t'es dans le feu, t'es dans le vouloir de fusionner. La compassion, c'est de voir l'autre en n'étant pas soi. Tu sais, la passion, c'est de vouloir comme on veut être un. La compassion, c'est de dire, je suis ici, t'es là, puis je te vois pour ce que t'es, puis je t'aime pour ça. Pas parce que je veux que tu fusionnes avec moi. C'est pas égoïste, c'est altruiste, tu sais. Fait que je pense que quand tu vois l'autre comme ça, indépendamment de peur ou pas peur de perdre l'autre, je pense que c'est là que t'enlèves les obstacles à l'amour véritable, mettons. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'on dit la même chose de manière différente parce que je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, OK. Comment je peux expliquer ça? Dans le fond, la compassion, comment je la vois, c'est quand tu es détaché de l'ego. Tu es détaché de l'illusion de l'appartenance. Fait que quand t'es dans ton ego, c'est genre, elle m'appartient, elle est à moi. Fait que là, t'as peur de la perdre. T'es dans la peur, fait qu'il y a moins d'amour, il y a moins de compassion. Et quand tu te détaches de ça, donc la compassion vient, donc l'amour vient. C'est un peu ça. La peur, pour moi, comme l'amour et la peur en même temps ne peuvent pas coexister. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand j'ai eu une relation que c'était de la passion, ça m'a fait filer comme de la marde tout le temps. Puis j'ai mon autre relation qui a duré 1 an et demi, ça a été de la compassion. Ben, ça a été les deux, évidemment, de la passion puis de la compassion. Mais quand la compassion s'est instaurée comme le modèle à suivre pour la relation, ça allait tellement bien. C'était tellement plus simple. Oui, parce que tu es dans le respect, tu es dans la considération, dans la bienveillance, dans l'accueil de l'autre. Puis tu te mets pas... Puis la passion, ça peut créer tellement d'anxiété, là. Ouais, vraiment, beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, t'overthink, t'es possessif, t'es jaloux, je pense. Ça peut faire ça. Pas tout le temps, parce qu'il y a quand même un beau côté à la passion, mais c'est comme si... C'est comme si t'es toujours sur un high. En tant qu'être humain, c'est impossible de rester toujours sur un high. Puis c'est pour ça que, tu sais, les débuts d'une relation, on parle beaucoup d'hormones. Là. On parle de dopamine, de sérotonine, de plein d'affaires en haine, d'oxytocine, toutes sortes d'affaires qui nous rendent complètement dingues de l'autre personne. C'est un peu ça qu'on parle quand on dit de la passion, tu sais. Puis à un moment donné, ça finit par mourir. Il faut que la compassion embarque si on veut que la relation continue. Fait que la passion, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de vraiment bon là-dedans. Ah, mais totalement. C'est juste quand la compassion, elle n'embarque pas puis que tu essaies de faire durer, ça fait souvent des montagnes russes. Puis quand tu es dans un bas, tu veux être dans un up. Puis quand tu es dans un up, tu es dans l'anxiété que ça reste là. Mais là, ça redescend. Ça te fait faire de l'anxiété parce que tu veux que ça remonte. Fait que ça peut vraiment mal tourner si on tombe pas dans la compassion, mettons. Est-ce qu'il peut y avoir passion et compassion en même temps tout le temps? La passion, on finit vraiment par s'estomper avec le temps. Puis il faut, c'est prouvé scientifiquement qu'on pourrait pas, en tant qu'être humain, se faire subir ça pendant des années de temps. C'est pour ça que ça dure à peu près 18 mois. C'est juste assez de temps pour faire survivre l'espèce. Faire survivre les humains pour se reproduire. Puis c'est pour ça qu'on a full désir sexuel aussi au début d'une relation. Parce que le but de notre existence, c'est de survivre, c'est de se reproduire. Donc, c'est super bien fait, dans le fond, parce qu'on a full hormones pour avoir envie de se reproduire. Juste assez longtemps pour faire 9 mois de gestation, partir l'être humain ensemble, puis on passe à d'autres choses. Si ça tombe pas dans la compassion. Fait que, c'est quoi ta question? Fascinant. Si on peut avoir passion et compassion en même temps pour toujours. Absolument. Absolument. J'aimerais ça que tu fasses le retour sur ce que tu avais dit que tu aborderais le sujet de ce cher Daniel. Là, moi, j'avais parlé que ça me dérangerait pas de mourir seul ou accompagné. Les deux me rendaient indifférent. Rebondis, s'il te plaît. Oui, bien, mais je pense que c'est correct. Tu vas vivre des relations autrement. C'est quoi? J'avais vu... Ah oui, OK. Sur TikTok, je suis tombée sur des vidéos de féministes ou de femmes qui disent « Ben moi, j'en veux pas de kids. »
Puis je vais en parler que j'en veux pas des enfants. Puis là, t'as les moms assumés là, sur les réseaux qui sont comme « Ah, c'est beau, on est... Arrêtez là, de mettre votre opinion puis de parler de ça, puis nanana. » Alors qu'on s'entend dessus que les moms, ils nous en parlent de leur rôle de mom sur les réseaux sociaux. Fait que là, il y a comme une guerre entre les femmes qui veulent des enfants et des femmes qui veulent pas d'enfants. Puis là, il y a comme des gros débats dans les commentaires, des gens qui disent « Si t'as pas d'enfant, tu vas te ramasser tout seul dans un centre pour personnes âgées. Puis tu vas mourir dans la solitude parce que tu n'auras personne pour prendre soin de toi. » Ben, avant qu'on ait commencé le podcast, à un moment donné, on avait une discussion, puis tu m'avais sorti un extrait d'un d'autre qui disait ça. Je t'avais dit que moi, je voulais pas d'enfant. Tu m'avais envoyé un extrait d'un d'autre qui disait précisément ça. J'ai pas de souvenir de ça, mais c'est possible. Ouais. C'est possible. Parce qu'on a genre ce débat-là, nous aussi. OK? Moi, je veux des enfants, lui, il veut pas d'enfants. Fait que là, des fois, on a cette conversation-là. Fait que OK. c'est intéressant. Je veux savoir Ouais. ce que ça veut dire. Ben, je vais faire un parallèle avec qu'est-ce que tu me dis. Là. J'ouvre une parenthèse, là, mais on va la refermer, puis tu vas comprendre. En fait, c'est prouvé que des personnes âgées qui n'ont pas d'enfants vont avoir des cercles sociaux. Tu as plus de temps là, pour avoir plus d'amis, puis t'investir dans tes amitiés, là, dans tes relations amoureuses, dans tes... Tu sais, il y a comme... T'as pas l'obstacle des enfants. Donc, les personnes âgées qui n'ont pas d'enfants ont à la limite plus de visites que des personnes âgées qui ont eu plein de kids, mais qui ils prennent pas le temps d'aller voir leurs parents dans un centre. Donc, ça pour dire que relation par relation, amoureuse, tu vas avoir des relations autour de toi qui vont te compléter en tant qu'être humain, qui vont te faire grandir, qui vont t'aider à t'épanouir, qui vont... Donc, tu sais, oui, là, l'amour, là, tout le monde parle d'amour, tout le monde veut être aimé, tout le monde veut aimer, tout le monde... Mais il y a des gens qui sont bien seuls, puis c'est correct. Puis c'est correct, puis c'est pas plus mieux ou plus moins mieux. Tu sais, c'est correct aussi. Mais parlons justement, il y a beaucoup de gens seuls qui me parlent, puis qui viennent me poser des questions. Puis je suis pas sexologue, je peux pas les aider. La question, je vais pas le nommer, mais il y a tout le temps cette personne qui vient me contacter pour me demander comment je fais pour avoir un orgasme de la prostate. OK? On change de sujet, Absolument. mais est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est inné? Comment on développe ça? Oh mon Dieu, j'adore ta question. Le mot inné et orgasme, ces mots-là là, vont pas ensemble. Là, le mythe de t'attends chez vous, un moment donné, tu te tournes les pouces, t'as un orgasme, là. Ça tombe pas du ciel, ces affaires-là. Là. Puis, on l'entend beaucoup parce que, ben, à la base, tu sais, les hommes, les personnes ayant un pénis, ça vient plus facilement que les personnes ayant une vulve, un vagin, parce que, bon, il va y avoir des rêves la nuit, les érections durant la nuit, il va y avoir, tu sais, il se passe de quoi, c'est là, fait que tu t'essayes de quoi, tu y touches, c'est le fun, OK, on continue, tu sais. Chez les femmes, c'est moins comme ça. T'sais, nous autres, c'est à l'intérieur. Je veux dire, il y en a qui sont chanceuses, qui tombent là-dessus en claquant des doigts. Et à un moment donné, ils se frottent et il se passe... Bon, il y a un petit plaisir. Fait que le monde pense que les orgasmes sont innés. Puis si c'est pas arrivé tout seul, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai toujours dit, puis ça, je le dis, je pense à chaque podcast que je fais, si tu veux une sexualité extraordinaire, il faut que tu travailles pour. Tu veux qu'elle soit ordinaire, attends que ça te tombe du ciel. Fait que orgasme et inné, ça va pas ensemble. Puis oui, il faut travailler pour. Il y a des techniques. Je veux dire, la prostate, comment on la stimule? Pareil comme on stimulerait ce qu'on appelle le point G. On y va avec des va-et-vient. On y va, un petit mouvement de va-et-vient. Tu peux mettre de la vibration si tu veux. C'est des tapotements. Tu peux faire des massages. Soyez créatifs, là. Sortez de la boîte. Essayez tout ce que vous pouvez essayer, tu sais. Mais les jouets anal, ça prend un stopper. Ah oui. Hey, excuse-moi, anecdote. Mon ancien beau-frère, il faisait l'amour avec un stimulateur anal, puis le stopper est disparu. Il est disparu? Il a débarqué du jouet. Comment c'est possible? OK. C'était pas un jouet Eros et compagnie. OK, c'est pour ça. C'est pour ça. Parce que chez Eros, les jouets pour les... Ils sont incroyables. Absolument. Ben oui. Puis justement, quand il est venu, il s'est rendu compte que le stopper était plus là, puis il a paniqué, puis il a dit non, pas question que je sois ce gars-là qui arrive à l'hôpital avec ça de poignet dans le cul. Il l'a saisi, puis il a réussi à le sortir. Et ça fut une expérience traumatisante. Puis après, j'ai donné le monsieur, puis après, j'ai laissé
j'ai laissé la sœur de sa blonde, puis on s'est plus jamais reparlé. Mais il était cool. Salut, Yann. Mais Il était quelqu'un vraiment peut cool. m'expliquer c'est quoi un stopper? C'est un truc qui empêche que ça disparaisse dans ton anus. Ouais. Faut C'est un bloqueur. Oh, c'est que la base du jouet doit être au moins 2 fois large comme le jouet. OK. Comme, mettons le jouet, il est large comme ça, ben il faut qu'il soit comme au moins le double. Le stopper. Ouais. Ah ouais. OK. Pour que quand tu le rentres dans ton anus, si ton anus est super gros dilaté, si le stopper il est pas bien plus gros, ça va rentrer. Là. C'est un aspirateur, ouais. ça. Là. Puis après, si tu veux l'enlever, faut-tu genre que tu imites le sentiment de chier? Ça marcherait-tu? Ben, je m'amuse pas à essayer de marcherait-tu? chier. Le monde vont à l'urgence. Là. OK. je Tu peux pense- pas genre le sortir en poussant, genre. Non. Non, puis il faut faire attention parce que tu as le rectum qui est ton Oh. anus, puis tu en as un deuxième. Hein? Ah Ouais. ouais? OK. Faut pas que ça passe le deuxième. Là. T'es rendu dans les intestins. Là. Oui. OK. OK. Ouais. OK. Ouais. Mais je me demandais, parce que là, on a un monsieur qui mériterait d'apprendre à jouer avec la prostate. OK. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est pas sûr si ça y tente? Qui est pas sûr si ça étend? Qui est pas sûr, il Mais a pas sûr, peur. Genre, en ce moment, c'est un non, un gros non, mettons. OK. En ce moment. Y a-tu déjà eu des expériences dans le passé qui auraient pu influencer ce gros nom-là? Non, mais mettons, ce qu'on vient de parler, c'est genre, c'est comme, ça m'aide pas. Genre, ça contracte, là. T'es comme, ah! Ouais, c'est comme, c'est trop, first of all, c'est trop petit. Puis, en plus, je veux dire, Attends, qu'est-ce qui est trop petit? ben, l'anus, c'est Je petit, vais genre, te mettre quelque chose challenger dedans. ça, là. Oui? Bref, mais je sais que ça peut s'élargir, mais genre, mettons, un anus, tu le vois, c'est petit, c'est minuscule. Puis, genre, tu chies par là, c'est la place, je sais pas, ça me tente pas de mettre quelque chose à l'intérieur, c'est une place par où les choses sortent, pas qu'ils OK. rentrent. OK. Ben, premièrement, il y a une chance que c'est petit, comme tu dis. C'est pas petit, c'est refermé afin de ne pas se chier dessus. Hein, on s'entend, là? C'est pour ça que ton anus il est bien, bien serré. Mais tu me feras pas croire, je m'excuse là, où est-ce que je m'en vais, là, mais que tu fais pas des grosses crottes des fois, là. Oui. Je peux pas croire. Des Tu sais, fat je veux ass dire, Oui. Il est comme, Genre oui, des ça- grosses, on est là. familier Des avec logs, ce là, concept. tu sais. Des Ok. logs, OK. Regarde, Ben ma oui, professionnelle ben oui. en sexologie, toi qui te lâche des... Non, mais en voulant Du dire... slang. On dit, ouais, écoute, là, on est du slang de rue, là, on s'entend, là. Non, mais, je veux dire, c'est un muscle, là. C'est fait pour être élargi. Premièrement, l'anus, c'est une zone de terminaison nerveuse incroyable. Si je te disais, en arrière de tes oreilles, tu as une zone de terminaison nerveuse incroyable, qu'est-ce que tu ferais? T'aurais-tu envie de la stimuler? Oui, Bon. Là, c'est parce qu'on fait des associations. absolument. Ah, mais c'est parce que c'est juste là que ça sort. Nanana. OK, oui, c'est associé aux déchets du corps, mais je veux dire, l'urine aussi. Là. Oui. Puis pourtant, on se met ça dans la bouche, puis on se met ça un peu partout, puis on joue avec, puis c'est bien correct. Absolument. Fait que là, il y a une association qui s'est faite qui est négative. Il faut commencer par l'extérieur. OK? Avant de rentrer quelque chose, là, commencer à apprivoiser, à avoir des sensations qui sont différentes de celles que tu connais depuis que tu es né, qui est la sortie. C'est la seule sensation qu'on connaît d'emblée dans cette zone-là de notre corps. Fait que n'importe quelle autre sensation feels weird. Ça devient bizarre. Fait que je pense que c'est comme important d'apprendre à ton cerveau et à ton corps qu'il y a d'autres types de stimulation et de sensations à ce niveau-là. Mhm. Fait que juste y aller à l'extérieur au début. C'est une zone de terminaison nerveuse. Ça va finir par faire du bien. Mhm. T'es mon héroïne. J'aurais jamais pu amener des arguments aussi intéressants Mais pour convaincre. c'est merveilleux. C'est merveilleux. Cet homme. Et comme si quelqu'un veut l'essayer, j'encourage. Parce que chacun a une relation avec la sexualité différente. Moi, il y a une tendance dans la sexualité qui est, en fait, dans la santé tout court, j'encourage et j'aime beaucoup tout ce qui est naturel. Fait que même dans la médecine naturelle, je vais tout le temps avec la logique de, OK, la biologie, l'évolution, pourquoi on est là, la reproduction, et ainsi de suite. Fait que là, bien sûr, il y a des exceptions, par exemple, genre les moyens de contraception. OK, c'est pas
naturel, mais genre, j'encourage ça, bien sûr. Mais plus loin que ça, c'est genre... Comme... Genre, pour se reproduire, tu fais l'amour, pénis, vagin, right? Fait qu'après ça, c'est comme... Déjà, moi, je suis moins down d'explorer comme l'anal avec ma blonde. Genre, c'est moi qui pénètre. Ouais. Parce que c'est comme... Dans ma tête, genre, pourquoi on ferait ça? Puis en plus de comme... Moi, mon anus, c'est genre... Comme ça fait pas... Dans ma tête, ça fait step, pas... là. C'est ça fait pas de sens niveau comme... C'est juste genre, pourquoi? Fait que... Je préfère laisser ça comme à la nature, genre, comme j'ai pas été créé pour avoir quelque chose Dans dans ce l'anus. sens-là, est-ce que tu refuses quand on t'offre une pipe? Non, c'est ça. j'allais Moi, dire. je pensais à ça pendant que je parlais. Ça aussi, ça serait quelque chose que... Parce qu'honnêtement, Une limite que j'ai comme dépassée dans le naturel. Mais comme je t'ai dit, il y a plein de trucs de même, là, comme... parce que, tu sais, les pipes, c'est les lifts de la sexualité. Tu sais, c'est pas Mhm. nécessaire. Tu sais, tu t'es Mhm. vraiment pas obligé de te rendre. Moi, tu peux me laisser à moitié, puis je vais me rendre chez nous à la fin. Tu sais, c'est comme un livre. Je le prends, merci, c'est pas nécessaire. Tu prends un Mhm. détour, pour moi, c'est Mhm. gentil. C'est pas nécessaire. Mhm. C'est ça, c'est quelque chose, I guess, que comme j'ai ouvert un peu plus la limite, comme plusieurs choses dans la sexualité. Peut-être parce que c'est aussi vraiment commun, ainsi Moi, de je pense que suite. c'est à cause de la porn qu'on a normalisé la pipe. Peut-être, exactement. Ça fait longtemps là, que le sexe oral, ça existe. Là. Effectivement. On explore tout. Quand on est jeune, là, on se met tout dans la bouche. Là. En tant que bébé. Là. Notre bouche, là, on apprend à connaître et à découvrir le monde avec notre bouche. On a toujours utilisé notre bouche. Tu vois, il y a une raison alors biologique qu'on a amenée. C'est une... fait que c'est peut-être une genre de... Comment expliquer? OK, mais c'est parce que s'il y a une raison pourquoi est-ce qu'on se met tout dans la bouche, il doit y avoir des raisons pourquoi est-ce qu'on a le goût d'essayer de mettre des affaires dans... Tu sais, je pense qu'il y a une raison pourquoi est-ce que la sodomie, c'est dans les fesses puis pas dans l'oreille, admettons. Ouais. Peut-être qu'il y a une raison, mais je sais pas, je m'y connais pas. Ben oui, t'as raison. OK. OK. Deux choses dans ce que tu viens de dire. Il y a une raison. Tu m'enlignes. Je veux savoir. De un, ton discours, il ramène le rôle de la sexualité à la reproduction. Mhm. Puis ça, mettons, moi, j'essaie vraiment de m'éloigner de ce discours-là parce qu'on est des êtres qui sont nés pour ressentir. On est des êtres sensuels. On a 5 sens. On vit notre vie à travers ces 5 sens-là. Fait que la sexualité nous permet littéralement d'explorer puis d'utiliser ces 5 sens-là. C'est un terrain de jeu, la sexualité, pour ces 5 sens-là. On est des êtres, on est là pour ça, pour sentir, ressentir. Fait que la sexualité, de réduire ça à la reproduction, on retourne là, dans des affaires d'il y a longtemps, là, mettons la religion. Deuxièmement, pourquoi on aurait des terminaisons nerveuses là si c'était un endroit de notre corps qu'il fallait absolument pas y porter d'attention? Puis troisièmement, la prostate. Elle est là. Elle est pas, c'est pas par ton nombril là, que tu vas passer pour la stimuler. Là. C'est par là. Donc, si, encore une fois, je te disais, en te frottant le lobe d'oreille, tu vas avoir un orgasme, ça serait déjà fait. Même si c'est pas naturel et lié à la reproduction. C'est vraiment l'association qu'on crée avec l'anus, puis la défécation, puis aussi l'homosexualité. Absolument. Ouais. Il y a quelque chose en arrière de ça. Mais ça ferait pas du bien de bord de stimuler la prostate si ça servait vraiment à rien. Je respecte complètement ton opinion et je comprends aussi. Mais comme la prostate, sa fonction première n'est pas nécessairement le plaisir. La prostate, c'est, si je me trompe pas, un organe qui a un but autre que juste le plaisir. Right? La prostate est responsable de la production du sperme à 25%, notamment. C'est elle qui va donner la couleur blanchâtre du sperme, qui va le rendre insoluble, qui va comme le rendre d'une texture intéressante pour que les spermatozoïdes puissent se rendre. Mais, encore une fois,
est là, puis elle offre du plaisir. C'est une de ses fonctions. C'est vrai. Donc... Ouais. C'est clairement, il y a une grosse partie que c'est une association que j'ai fait, puis j'en parle dans d'autres podcasts, puis je me suis déjà fait cancel, entre guillemets. Là. Ben non, pas cancel. Non, mais tu t'es fait c'est démolir. entre guillemets. Tu t'es fait taper dessus un peu. Ouais, mais j'utilise plus en joke, là, je sais que je me suis pas fait cancel. Mais je disais que l'association dans ma tête, c'est que justement, t'as nommé l'homosexualité, j'ai associé ça en grandissant. C'est comme, moi je suis straight, il y a pas de ça qui se donne. C'est genre, quand les gays, c'est comme ça qui font l'amour, cool. Puis vu que genre, moi je suis straight, ben c'est comme un no-no zone. Puis quand on parle entre gars, à part respect, dans ma vie, c'est tout le temps ça qui revient. C'est comme une association qu'on a toutes dans mon entourage. Fait que, ouais, c'est clairement une énorme partie que c'est ça, là. Si depuis que j'étais petit, c'était normalisé, clairement, peut-être que j'aurais essayé. Ouais. En fait, j'aurais essayé. Probablement. Ouais. Juste rappeler, là, que l'anus est un trou universel. Mm-hmm. On en a tout un. Comme 100% des êtres humains ont un anus. S'il fallait commencer à associer le coude aux personnes trans, le petit doigt aux lesbiennes, mon lobe d'oreille gauche aux homosexuels, me dire qu'on serait comme... Ça serait pas... Il ne resterait plus grand-chose à explorer. Mm-hmm. Mais encore là, tu sais, je pense que c'est... C'est drôle parce que, tu sais, je pense que c'est juste une fois que tu as exploré puis que tu réalises que ça te fait du bien ou pas. Je veux dire, c'est comme n'importe quelle autre pratique sexuelle. À la fin de la journée, tu sais, je suis là, je fais la promotion. Ça t'intéresse pas, là. C'est bien correct aussi, là. Il y a des gens qui aiment pas ça se masturber. C'est bien correct. Il y en a qui aiment pas le sexe anal. C'est bien correct. Il y en a qui aiment pas la pénétration vaginale. C'est bien correct. C'est comme n'importe quelle autre pratique sexuelle, dans le fond, tu sais. Mm-hmm. Mais il y a des arguments pour... Puis de faire la promotion, c'est juste de se donner des options de plus pour ressentir du plaisir, avoir du fun, puis jamais tomber dans la routine. Parce que, regarde, il y en a plein des trous puis des choses qu'on peut faire. 2 affaires. Une façon de briser la routine, c'est d'aller sur le site d'Eros et compagnie, utiliser le code COUILLE15. Puis, moi, j'ai eu une mésaventure à New York. Un événement qui ne m'était jamais arrivé. Je suis parti à New York pour une fin de semaine avec un ami. On est allé dans un bar, j'ai ramené une demoiselle à l'hôtel avec moi. Et quand est arrivé le moment d'avoir un rapport sexuel, parce que on s'était entendu pour ça, j'ai proposé un cunnilingus, ou même juste de toucher son clitoris. Et elle a dit non, moi j'aime pas ça que le monde me touche là. Puis il y a quand même une partie de moi qui me disait j'ai de la misère à croire ça. On dirait que j'ai de la misère. J'ai comme le feeling que peut-être que le monde, ils t'ont juste pas bien. Ils ont peut-être juste pas demandé ce que toi t'aimais niveau sensation. Parce que comme le feeling que c'est assez universel, ça te donne du plaisir. Cette affaire-là, c'est pas mal juste là pour te donner du plaisir. Puis, ça a donné lieu à une fin de discussion un peu malaisante de ben, OK, si tu veux pas que je te touche, est-ce que tu peux me toucher? Et c'est à quoi elle aurait torqué. OK. Puis, ouais, fait que ça a pas levé. Ça a pas levé. Ça a pas fait long feu non plus. Party, c'est terminé. Ça m'a d'ailleurs fait penser à un autre point qu'on va aborder plus tard. D'après moi, le Québec est vraiment très ouvert sexuellement, beaucoup plus que, admettons, les États-Unis qui sont plus à droite sexuellement. Mais, ben oui, voyons. C'est sûr, c'est l'espèce de paradoxe d'hypersexualisation, mais aussi d'hyperpudeur des États-Unis. Bref. Explique-moi pourquoi la demoiselle ou aide-moi. OK. J'ai déjà été cette demoiselle. C'est la question la plus vulnérable que j'ai posée. Juste aide-moi. Help! J'ai déjà été cette demoiselle. Okay. J'en ai parlé, là, j'en parle de plus en plus de ce temps-là parce que je me fais poser des questions. Moi, j'ai eu une labiaplastie. Fait que c'est une réduction des petites lèvres au niveau de la vulve, des lèvres internes. Quand j'étais jeune, je la conte l'histoire, mais quand j'étais jeune, je suis dans l'autobus, il y a un magazine Playboy. Moi, je vais avoir 34 ans dans comme 2 mois. Là. Fait que je viens de l'époque, je peux pas croire que je dis ça. Magazine? Ben, il n'y avait pas d'Internet. C'est genre, il fallait qu'on se plug au téléphone de maison pour avoir un Internet qui était fucking lent. Fait que moi, des affaires de réseaux sociaux, j'avais pas vu d'autres vulves que la mienne, ever. OK? Je suis dans l'autobus, j'ai 14 ans.
Les gars de secondaire 3, moi, je suis en secondaire 2, puis je les trouve hot, les gars de secondaire 3. Ils sont là à feuilleter le magazine Playboy, puis je suis comme, OK, c'est la première fois que je vois des corps de femmes nues autres que le mien. Puis là, je suis comme, aïe, je suis pas faite de même. Puis toutes les pages sont toutes pareilles, ils sont toutes faites pareilles. Moi, j'arrive chez nous, puis je suis comme, pas faite de même, moi, là. Ça a été mon plus gros complexe à vie. Je me suis fait opérer à l'âge de 25 ans. Ça m'a pris 10 ans avant de... Parce que, tu sais, j'étais allée voir le médecin, je voulais le faire, le médecin, il était comme, voyons, fais pas ça, là, genre, t'es normal, là, genre, t'as rien à changer, tout ça. Puis à 25 ans, je me suis dit, hey, là, à un moment donné, je le fais pour moi, là. Tu sais, je veux dire, j'en parlais pas dans un podcast, c'est personne qui saurait, là, que j'ai fait ça, là. Mais ça a changé ma vie complètement. Fait que moi, j'étais la fille que, avant cette opération-là, tu ne me touchais pas, tu ne me mangeais pas, tu ne me regardais pas, tu me pénétrais d'attitude. OK. Ma sexualité, c'est... T'avais-tu du fun? Moi, je suis une grosse défendresse du CUNY, là. Je suis comme, le CUNY, c'est ouais, la vie, oui. puis il faut, tu sais, on y va par là. Mais... Moi, j'insiste pour en faire. Je veux que l'autre ait du fun. Je veux. Comme, hey, non, fuck off. Comme, tu vas avoir du plaisir aussi. Il y a pas juste de la pénétration qui va se donner. ouais, ben, tu sais, je veux dire, c'est le fun, la pénétration, mais il y a quelque chose de plus complet quand t'es à l'aise. Regarde, CUNY, pas CUNY, là, c'est quand t'es à l'aise, tu sais. Puis, j'ai déjà été cette fille-là parce que j'avais une vision de mes organes génitaux qui était super négative. C'est plus de 36% des femmes qui ont une vision négative de leurs organes génitaux. Il y a aussi toute l'histoire des odeurs autour des organes génitaux chez les femmes. C'est vu comme étant plus significatif d'offrir et de recevoir un cunnilingus que d'offrir ou recevoir une fellation. Chez les hommes, chez les femmes. C'est les femmes dans le groupe d'âge de 35 à 50, je pense, qui reçoivent le plus de cunnilingus. Fait que moi, je m'en vais par là. Je suis vraiment contente. Je fais des jokes. On te souhaite combien de cunnilingus cette année? Beaucoup. J'aimerais savoir un chiffre. Un chiffre, un à tous les jours. Non, c'est vrai. non. Mais, fait que puis plus on vieillit, plus il y a de sexe oral qui se donne pour les femmes, les personnes ayant un vagin. Fait que, tu sais, elle était peut-être stressée. Là, les odeurs, ça, je m'en allais là. Ça, je le dis souvent aussi. Tu t'en vas à la pharmacie. Pour vrai, on sait même plus quel savon s'acheter. Tu sais, on a genre des avant-shampoing, pendant le shampoing, après le shampoing, après le shampoing. Le savon pour le pH, pour ci, pour ça, les dessous de bras. Regarde, là, il y en a, je veux dire, on sait plus quoi choisir, OK? Vous autres, c'est des 8 en 1. Mais c'est pas bon. C'est pas bon pour le corps. Ben, tu te laves le crâne avec le même shampoing que tu te laves le dessous de Puis tu te brosses les dents avec. Genre. Quoi? Oui. Il y a des 32 en un, man. Ça n'a pas rapport, là. C'est comme pâte à dents, gel pour les cheveux, shampoing, conditionnant, déo. Man, c'est en un, man. C'est pas une joke, là, ça existe. Ce n'est pas des blagues, ça existe. Nous autres, on est là avec nos 14 millions de Mais bouteilles. quoi? Non, mais moi, je suis pas mal plus comme vous, d'ailleurs. Ben oui, moi, j'ai mon shampoing, mon conditionnant, mon nettoyant pour le visage, mon moisturizer pour le visage. Tu sais, j'ai ma skincare routine. Ça, ouais. Puis c'est vraiment plus... Ouais, mais je pense que de plus en plus, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'annonce à la télé d'hommes qui courent en bobette dans un champ de lavande parce qu'il vient de se wiper, s'essuyer le pénis avec une petite truc à la lavande. Je sais qu'il y a des compagnies maintenant qui en font. Là. ça. Ouais, j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a une face... Excuse-moi, je t'interromps. Ben non, c'est un concern personnel. Parce qu'on m'a déjà... fut un temps où est-ce que j'étais en relation, puis à un moment donné, la personne voulait m'offrir une fellation, puis elle a juste dit « Ah, non, ça sent pas bon. » Et depuis, j'ai tellement peur de me faire rejeter à cause de l'odeur de mon pénis, puis je sais pas quoi faire. Tellement qu'à un moment donné, ça je l'ai déjà raconté, mais je vais le raconter à nouveau, j'ai acheté un parfum à la poire. Puis ça m'a donné une réaction allergique. Absolument! Sur le pénis. Ben, J'étais allé voir un docteur, puis j'étais comme, je pense que j'ai une ITSS, puis je venais d'avoir des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un que je connaissais pas tant. Je pensais que j'avais l'herpès, puis finalement, j'avais juste une balanite, qui dans le fond, c'est une réaction. Du gland. Oui. Ouais. Fait que, comment on peut s'en servir bon du bat? Et là, tu sais, moi, j'ai toujours dit, là, OK, que, premièrement, j'ai pas de batte, OK? Fait que je n'ai jamais lavé un bat à tous les jours de ma vie et tout ça. Tu sais, ça dépend, t'es-tu circoncis, t'es-tu pas circoncis? Je veux dire, il faut vraiment l'enlever, la petite peau, là. Tu sais, il faut vraiment rincer, puis il faut vraiment... Puis, tu sais, là, un pénis, là, ça sent le pénis, là.
Une vulve, ça sent une vulve, là, puis un dessous de bras, ça sent le dessous de bras. C'est parce qu'à un moment donné, notre corps humain a des odeurs, là. Je veux dire, ta cire d'oreille sent quelque chose. Je veux dire, on a vraiment une obsession avec ça. Puis, oh mon Dieu, tu sais, les odeurs, on a-tu peur d'avoir des odeurs? C'est vraiment, c'est ton hygiène quotidienne et constante qui va avoir un impact sur les odeurs, sur l'odeur de tes organes génitaux. Tu sais, si tu te laves comme il faut, juste avant d'avoir une fellation, ça se peut que tu aies accumulé. Il faut juste avoir une hygiène corporelle constante. Tout simplement. Mais à la fin de la journée, même si tu as une hygiène corporelle constante, ça se peut que ton pénis sente le pénis. S'il sent pas le pénis, pose-toi des questions. Normal, là. Nos organes génitaux ont des odeurs. Merci. Salut tout le monde, l'épisode n'est pas fini. Dans le fond, l'épisode était vraiment long, fait qu'on a décidé de faire 3 épisodes de 45 minutes au lieu d'un épisode de 2h30 parce que sinon ça allait être trop long. Fait que on vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour la suite avec Anne-Marie.